Chers auditeurs, la parole est la forme d'expression la plus utilisée, quelle que soit la langue employée. Pour se faire comprendre, pour demander des services, il faut parler. Presque tous les rapports humains sont facilités, coordonnés, voire rendus possibles grâce à la parole. Si pour beaucoup, parler, c'est juste enchaîner des mots, pour d'autres, c'est un art. C'est une discipline qui s'apprend, c'est un art qui se maîtrise. Dans ce nouvel épisode de votre émission, et nous recevons des invités qui ont fréquenté l'école de l'art oratoire. Elles sont jeunes, elles sont éloquentes et elles brillent par leur aisance à pouvoir s'exprimer. Vous aurez l'occasion de les découvrir tout au long de l'émission. Mais bien avant, je vous souhaite la cordiale bienvenue dans cette émission qui met en lumière les enfants et les jeunes. Méchac Niaro au micro, chers invités, soyez les bienvenus. Merci Méchac. Alors, on commence par qui? Nous avons 3 invités sur le plateau. Nous commençons avec... Je peux commencer. D'accord, on y va. Bonjour à tous, je suis Julie Tanyambim Bloak. Je suis étudiante en communication, animatrice événementielle depuis peu. Je suis oratrice et récemment, j'ai été lauréate de la 3e édition de Parole d'Or. Merci. Merci. On continue toujours. Alors, bonjour, je suis Hadikou Ablavi-Alphonsine, formatrice d'anglais et maîtresse de cérémonie bilingue. Je suis aussi membre et évaluatrice à Au Prince Club. Merci. Alors, bonjour, chers auditeurs. Je suis Badaudi et Sohanam Dada Esther. Oui, j'ai beaucoup de prénoms. Oui. Je suis étudiante en 4e année de médecine. Je suis aussi choriste et monitrice pour enfants. J'aime beaucoup les enfants. Par ailleurs, je suis aussi oratrice. J'ai été demi-finaliste du CAOF édition 6 et j'ai été aussi 2e lauréate de Parole d'Or édition 3. Voilà. Merci. Alors, chers auditeurs, comme vous avez pu l'entendre de nos invités, elles ont un amour particulier pour l'art oratoire et sont allées à l'école de cet art. Alors, dites-nous, on va commencer par Julie. Qu'est-ce que la parole représente pour vous? Pour moi, la parole, c'est un outil. Je vais dire même un outil gratuit que Dieu nous a donné. C'est un don aussi. Parce que quand on arrive à parler, il faut savoir que c'est une grâce. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas cette possibilité-là de parler. Et là, je veux parler des personnes muettes. Donc, pour moi, la parole, c'est vraiment cet outil-là que Dieu nous a donné pour nous faciliter la vie. Pour qu'on puisse communiquer aisément avec son prochain, pour faire passer des messages. Voilà. Esther? Je dirais que au commencement était la parole. Okay. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est un refrain très connu dans l'art oratoire. La parole, pour moi, c'est la vie. Tout a été fait par la parole. Donc, la parole a une place très importante dans ma vie, surtout que très jeune, je n'avais pas vraiment la possibilité de m'exprimer, de parler, et les gens ne m'écoutaient pas. Donc, la parole, quand j'ai commencé l'art oratoire, j'ai pu exprimer cette parole, exprimer cette vie-là que j'avais en moi. Donc, voilà. Au début était la parole. Ouais. Évidemment, au commencement était la parole. Et moi, je dis toujours, la parole, c'est ce joyau que Dieu a donné à tous les êtres humains. Et savoir s'en servir, c'est pouvoir vivre. Alors, qui n'a pas la parole ou bien qui ne sait pas manier la parole se prive de beaucoup de choses, selon moi. Donc, c'est ça. Beaucoup de choses. Hein? Vraiment. Ok. Alors, vous nous avez dit ce que représente pour chacune de vous la parole. Est-ce que c'est la même chose, c'est la même représentation, bien la même valeur qu'à l'art oratoire à votre niveau, Esther? L'art oratoire. L'art oratoire, c'est l'art de parler. Donc, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose que la parole, puisque ici, on le fait sous forme artistique, pour que ce soit beau, pour que ce soit agréable. J'ai toujours eu ce côté-là de chercher le beau dans tout ce que je voyais, dans tout ce que j'entendais. Donc, pourquoi pas créer du beau à mon tour à travers la parole. Donc, l'oratoire, pour moi, c'est ça. Madame la bilingue, j'oublie le prénom. Alphonsine. Alphonsine, oui. Alors, quelle définition Alphonsine pourrait donner à l'oratoire? Pour moi, d'abord, j'aimerais revenir sur la parole. La parole, c'est parler, simplement. Oui. Communiquer, échanger des opinions. Mais quand il en vient à l'art oratoire, c'est de soit émouvoir
convaincre ou inspirer. Ça rentre plus dans l'artistique, comme Esther vient de le dire, c'est-à-dire tous les mots sont calculés, la façon de le dire pour que ça puisse avoir de l'impact. Donc l'art oratoire, c'est l'art de pouvoir s'exprimer en public pour soit convaincre, inspirer ou juste émouvoir. Alors, avant de prendre l'avis, la définition de Julie, dites-nous, avant de fréquenter l'école de l'art oratoire, parce que vous êtes membre de différents clubs, est-ce que vous aviez une certaine passion pour l'art oratoire? Est-ce que vous aviez, bien avant de recevoir les codes, les règles de l'art oratoire, vous aviez commencé à pratiquer cette discipline du beau? Pour moi, je dirais, au fait, ça a commencé depuis l'enfance. J'aimais parler et j'aimerais un jour pouvoir parler devant un public en anglais. Et ça, c'était ma vision. Mais je n'avais aucune idée de l'art oratoire. Donc, je vais dire en même temps, ça a commencé avec mon parcours dans l'art oratoire. C'est une fois arrivée à l'université que je me rends compte que lorsqu'on prend la parole dans l'amphi, on donne la réponse que le prof veut. Mais il ne préfère pas cette réponse. Il préfère la personne qui parle avec concision. La personne qui dit le truc de la bonne manière, d'une manière très éloquente. Et donc là, je me suis dit, je vais m'intéresser plus à la chose. Comment on pourrait parler, répondre à une question, mais d'une manière différente pour que ça captive, pour que ça puisse attirer l'attention des gens. Et vraiment, c'est depuis là que ça a commencé pour moi. Julie, dis-nous, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de parler depuis que tu as commencé par apprendre l'art de l'expression? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais avant, permettez-moi de donner ma définition de l'art oratoire parce que je n'avais pas donné. Oui. Donc, quand on dit le mot même art oratoire, il y a deux, l'art et puis l'oratoire qui représente la partie orale. Donc, quand on dit art, c'est tout ce qui est technique, tout ce qui est application des connaissances qu'on a apprises dans une discipline donnée. Donc déjà, le côté art fait référence justement au côté artistique comme elles ont dit. Maintenant, le côté oratoire vient maintenant pour ajouter de belles phrases, de beaux mots. Donc pour moi, l'art oratoire, c'est cette discipline-là qui permet à une personne d'avoir la parole, c'est vrai, mais de la dire de façon plus esthétique. Oui. Voilà. Alors, quand on parle de esthétique dans l'art oratoire, est-ce qu'on fait forcément référence aux gros mots, au langage soutenu? Parce que généralement, quand on vous écoute... Absolument. C'est pas ça? Non, pas du tout. Pas du Parce tout. qu'on dit souvent, on peut être grandiloquent sans être éloquent. Évidemment. Le but de toute prise de parole en public, c'est de se faire comprendre par son auditoire. Donc, pour une personne qui utilise de grands mots, comme vous avez dit, mais qui n'arrive pas à se faire comprendre par son auditoire, on va dire qu'elle a parlé en l'air. Donc, à utiliser de gros mots, c'est vrai, c'est beau, mais il faut tenir compte de l'auditoire à qui on s'adresse pour que ça fasse sens. Alors, Esther, vu que l'art oratoire, c'est la présentation du beau, de l'esthétique dans la manière de s'exprimer, si on n'utilise pas les grands mots, qu'est-ce qu'on utilise pour le rendre beau? Ok. On utilise des figures de style, on utilise des tournures de phrases, on utilise des métaphores, des choses imagées pour pouvoir faire appel aux émotions, à l'imagination de la personne, et c'est ça qui rend la chose belle. Et aussi, il y a l'intonation de la voix. Parce que quand on change de voix, ça crée un effet de surprise. Le public est là, waouh, c'est ça qu'on recherche en fait. À émouvoir le public, à faire réagir le public. Je peux ajouter? Oui, vas-y. Au-delà de tout ce qu'elle a dit, je vais dire que l'art oratoire, ce n'est pas seulement la parole. C'est le visuel aussi, la posture, l'habillement. Donc, pour le rendre plus beau, comme vous avez demandé, ça peut passer par l'habillement. Si, par exemple, je dois faire une présentation qui tourne autour du monde culturel, je veux parler, par exemple, de mon ethnie à moi, je peux venir m'habiller en traditionnel pour représenter justement cette culture de chez moi là. Donc l'art oratoire, pour que ça fasse beau, ça passe également par ce que l'on voit, avant aussi de parler de ce que l'on entend et tout ça. Donc c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Et si on s'essayait à cet exercice? Bon, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas fréquenté l'école de l'art oratoire comme vous, mais si on s'essayait pour les prochaines questions, les prochaines interventions, les tournures, l'esthétique, pour voir ce que ça donne. Alors, l'exercice est difficile. Ok, alors ma prochaine question, c'est de savoir, est-ce que l'école seule suffit pour savoir s'exprimer, Alphonsine?
À l'école, Oui, est-ce qu'on apprend de l'art oratoire? Je ne pense pas. oui. À l'école, on apprend à lire et écrire, et ça s'arrête là. Mais pouvoir défendre son opinion, pouvoir ressortir l'essentiel de ce qu'on veut de nous, ça s'apprend en société, ça s'apprend, bon, je dis en association ou bien en entreprise. Mais en tant que jeune, avant d'arriver en entreprise, il faut soit rejoindre des communautés, des clubs d'art oratoire où on apprend à parler. Sinon, à l'école, on apprend à lire, à écrire, mais jamais fait de l'art oratoire, selon moi. Esther, es-tu d'avis? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faudrait mettre de la nuance dans les choses. C'est vrai que ce n'est pas la première fonction de l'école que de nous apprendre à nous exprimer. À être éloquent. À être éloquent, à faire de l'art oratoire. Puisque nous sommes là pour être enseignés. Et il y a des matières, il y a des disciplines, c'est très carré, très sérieux. Mais au-delà de ça, à l'école, nous avons des camarades. Nous avons les professeurs, nous interagissons avec eux. C'est déjà une base pour l'art oratoire. Il ne faut pas penser que je dois forcément faire une formation, je dois forcément participer à une compétition avant de faire de l'art oratoire ou bien avant d'être éloquent. Tu peux apprendre par toi-même également sur YouTube, t'exercer avec tes amis et être dans un club, ce serait une très bonne idée, ce serait bénéfique, mais je pense que l'école quelque part nous préforme à cette réalité-là de l'art oratoire. C'est juste qu'à l'école, on ne met pas l'accent sur le fait de savoir s'exprimer, de savoir communiquer, et c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il faudrait que les enseignants encouragent un peu plus les jeunes à savoir s'exprimer, pas seulement Si possible, parler même pour parler. en faire une matière ou bien voilà, une Pourquoi discipline, pas? quoi. Mais parler de façon efficace, parler de façon concise, précise, claire, pour que l'auditoire puisse comprendre et adhérer à ton message. Est-ce que je peux répondre? Oui, je vas-y. pense que parler, c'est différent de l'art oratoire. On nous apprend à parler. Comment tu vas? On l'a appris à l'école. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? On l'a appris à l'école. Mais comment se servir de cette parole-là pour pouvoir convaincre, pour pouvoir véhiculer des idées? Je pense que c'est de là qu'il est question. Ça ne s'apprend pas à l'école. Naturellement, même ceux qui ne vont pas à l'école, ils apprennent à parler. Donc, on ne pourrait pas dire qu'on apprend à parler à l'école. Mais de le faire d'une manière artistique, ça, c'est le propre de l'art oratoire. Et je ne pense pas qu'il y ait une matière à l'école qui soit dédiée à l'art oratoire. Je ne me trompe pas? Oui. Alors, Voilà. Alphonsine, je crois, vous ne vous entendez pas sur la définition et sur la question. Peut-être bien sur la définition de l'art oratoire. Parce que pour moi, l'art oratoire, ce n'est pas forcément de convaincre. C'est d'abord d'exprimer sa perspective, de dire comment est-ce que toi, tu vois les choses. C'est quoi ton point de vue pour que l'autre puisse comprendre ton point de vue. Et s'il y adhère, tant mieux. S'il n'y adhère pas, tant pis. Alors, Alphonsine, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, quand nous prenons l'école, au lycée, déjà en troisième, on nous apprend à faire des exercices d'argumentation, des exposés, des dissertations, et plus tard au lycée, en tout cas dans le système éducatif togolais, on apprend les figures de style dans le cours de français. Est-ce que quelque part ça ne participe pas à rendre l'élève éloquent ou lui apprendre à savoir s'exprimer? Bien sûr que ça participe, mais on ne pourra pas tout de suite dire que c'est en même temps la même chose que de l'art oratoire. Par exemple, déjà, en classe de seconde, on a commencé par faire les exposés. Mais la vérité est qu'une fois qu'on se retrouve à l'université, parfois il y a des questions juste très simples qu'on nous pose et on se sent incapable de répondre. Vous adhérez avec moi qu'on a tous déjà vécu ça. Mais quand même, on avait déjà fait les exposés. On avait déjà fait des débats à l'école pendant les semaines culturelles. Mais ça n'a pas résolu le fait qu'on était inerte devant une question parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, même si on ne connaît pas la réponse. Et ça, je pense que c'est ce que fait l'art oratoire. D'accord. Alors, Julie, est-ce que tu penses que dans l'art oratoire, on apprend à être cultivé? Puisqu'elle suppose, elle dit, autant pour moi, que parfois on est dans l'incapacité de répondre à des questions. Oui, moi je pense que pour être bon en art oratoire, il faut être cultivé. Parce que, comme elle a dit justement, on n'arrive pas à répondre à une question, pas forcément parce qu'on ne sait pas comment aligner, mais parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on peut dire comme réponse. Donc, pour une personne qui aimerait évoluer dans le domaine de l'art oratoire, il faut qu'elle sache qu'elle doit énormément se cultiver. En tout cas, pour pouvoir convaincre justement un public sur un sujet donné, il faut qu'elle fasse suffisamment de recherches, maîtriser les pourtours et les contours de ce dont elle veut parler pour pouvoir convaincre l'auditoire à qui elle veut s'adresser. Donc, d'un côté, oui, pour l'art oratoire nous amène
je veux dire même obligatoirement, à être cultivé. À être Tu dois cultivé. être cultivé. pour Vous faire de lisez beaucoup. l'oratoire. Oui, oui. Oui, tout le monde lit beaucoup. Oui, mais c'est plus, voyez sur les téléphones, que moi je lis beaucoup. Oui, les manuels numériques, Moi, Oui. je préfère le papier. le papier. Oui. Et Alphonsine? Les Les deux? deux à la fois. Ah, ok, je savais. Ok, d'accord. Alors, dites-nous, vous êtes dans des clubs d'art oratoire, vous apprenez à vous exprimer, vous participez à des compétitions. On peut dire que vous êtes peut-être l'exception ou la crème de la jeunesse. Est-ce que vous pensez que les autres jeunes, comme vous, qui ne sont pas forcément membres des clubs, arrivent à s'exprimer et ont des espaces dans lesquels ils peuvent s'exprimer? Alphonsine. D'accord, je pense que déjà, quand on dit être jeune, soit c'est être étudiant, bien entrepreneur, quelque chose comme ça, même si c'est pas dans un club, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer lorsqu'on est en association, des communautés de jeunes dans le quartier, on apprend à s'exprimer. Mais je pense qu'il y a une petite nuance. Parfois, lorsqu'on est entre jeunes, il y a des gens qui prennent la parole, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et il y a d'autres aussi qui prennent la parole, vous sentez que quelque chose manque en fait. Donc c'est juste pour dire que tout le monde peut prendre de la parole, mais quand quelqu'un qui a fait de l'art oratoire prend de la parole, on C'est sent toujours une différent. différence. Ouais, c'est toujours évident. D'accord. Esther, est-ce que les jeunes arrivent on laisse l'occasion aux jeunes de parler? Oh, bien évidemment qu'on leur laisse l'occasion de parler, mais est-ce qu'ils la saisissent? Pour revenir à votre première question, est-ce qu'il faut être membre d'un club? Quand j'ai commencé l'art oratoire, je n'étais membre d'aucun club. Donc, j'ai commencé par la compétition Parole d'or, justement. Et c'est dans cette compétition-là que j'ai tout appris, puisqu'on a des phases de formation avant de passer à la compétition proprement dite. Donc, à un jeune qui nous écoute, j'aimerais dire, si tu as envie de te lancer dans l'art oratoire et que tu n'as pas un club à proximité ou bien tu as peur d'être membre d'un club, tu peux passer le pas de participer à une compétition. Et si ça te plaît, là, tu chercheras un club pour développer encore plus tes capacités. La compétition, puisqu'il y a une sorte de pression, il y a une sorte de désir de gagner, je pense que ça va te motiver aussi à mieux travailler sur toi, développer tes compétences plus rapidement. Et tu pourras véritablement voir si ça te plaît, si c'est ce qui est fait pour toi. Mais que tu fasses de l'art oratoire ou pas, je pense que c'est très important de chercher à mieux communiquer. Oui. Voilà. Julie, est-ce qu'on laisse les jeunes parler? Moi, je pense que oui. Les jeunes ont la possibilité de parler, mais ils ne la saisissent pas assez. Comme elle a dit, on nous donne la possibilité de parler, mais je pense qu'il y a une certaine peur, une certaine retenue que les jeunes ont de « Ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et aussi, vous savez, quand on n'est pas vraiment suffisamment à un niveau dans l'art oratoire, on est énormément stressé parce qu'on a peur de faire des fautes de langage. Je dis lui à la place de là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc tout ça en fait, ça fait que le jeune qui a envie de parler, qui par exemple a une réponse à une question pendant que le professeur a posé la question, hésite à lever la main. Pourquoi? Parce que il se dit, si je fais une faute, on va se moquer de moi. Et vous allez voir que si il ose prendre la parole et si justement on se moque de lui, plus jamais il prendra plus jamais la parole. Donc je pense que c'est ça qui fait que les jeunes ne prennent pas la parole. Ils ont énormément peur de ce que on pourrait penser d'eux si c'est que ils font des fautes, tout ça. D'accord. Alors, de vos deux interventions, on retiendra que la possibilité, il est permis aux jeunes de pouvoir s'exprimer, mais les jeunes ont peur de prendre la parole, de s'essayer. Maintenant, est-ce que vous pensez que la société permet aux jeunes de donner leur avis sur des sujets qui les concernent et sur des sujets qui peut-être concernent un environnement beaucoup plus grand qu'eux? Alphonsine. Évidemment, je pense que on donne généralement le temps, bien l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Parce qu'il y a toujours eu des événements qui ont été organisés en faveur des jeunes. Récemment, même Youth for Youth, c'était pour que les jeunes du nord jusqu'au sud puissent ensemble apporter leur idée. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche? Donc je pense, selon moi, c'est oui. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a des compétitions, il y a des forums, des formations qui sont des espaces dédiés à l'expression juvénile. Mais en dehors de ces espaces qui sont publics, quand on revient dans la sphère privée, dans l'entourage, l'environnement immédiat, comme dans la famille, petite famille ou grande famille, est-ce qu'on permet aux jeunes de parler? C'est là que c'est compliqué. Hein? Ah oui, en quel sens c'est compliqué, Esther?
J'ai envie de dire, dans notre culture africaine, on ne donne pas beaucoup la parole aux jeunes. L'aîné a toujours raison, c'est à l'aîné de parler, et puis le jeune obéit, le jeune suit. Mais je pense que c'est une opportunité pour nous les jeunes de démontrer que nous sommes assez responsables, que nous avons quelque chose de potable, quelque chose d'utile à dire et de réclamer cette parole-là. On dit souvent en oratoire, la parole, elle s'arrache, n'est-ce pas? Donc, arrachez la parole, mais n'arrachez pas la parole juste pour l'arracher. Ayez quelque chose de vraiment important à dire. Et pertinent à dire. Exactement. Alphonsine s'aligne sur la position d'Esther? Je m'aligne totalement. Okay. Généralement, on ne donne pas vraiment la parole. On ne nous refuse pas de parler, mais juste qu'on prend des décisions à notre place. C'est-à-dire... Par exemple, pour des Benjamines, tu nais dans une famille et tu sens qu'on a déjà programmé ta vie. On sait c'est quelle filière tu dois étudier à part ça. Après ça, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tu n'as plus toi-même ta propre volonté, ce que je décide, ce que je pense de cette situation. On décide à notre place. Julie, quelles sont les situations dans lesquelles on décide pour les jeunes? Les situations pour les... Comme elle a dit d'abord, dans la famille, vous naissez et puis après, votre chemin est tout tracé. Quand vous avez votre bac, papa dit, voilà, tu dois faire la médecine, même moi. Moi, en réalité, après mon BEPC, voilà, je voulais faire la série littéraire. Mais les parents n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient quand même que j'évolue dans un domaine scientifique. Qui offre plus d'opportunités. Voilà, parce que selon eux, ça offre beaucoup plus d'opportunités. Donc, j'ai quand même, vu que justement, on ne me donnait pas la possibilité de pouvoir choisir, j'ai quand même décidé de faire un lycée scientifique. C'est-à-dire, j'ai fait la série D. Maintenant, après l'obtention de mon bac, et mon bac scientifique série D, arrivé à l'université, on voulait aussi m'imposer de faire une filière voilà, qui entrait dans le canevas de la série que j'avais choisie. Soit médecine, on me disait aussi de faire quoi, comptabilité, voilà, agronomie aussi. Mais là, je me suis quand même posée et j'ai dit non, mais là, c'est ma vie. Je dois choisir quoi, parce qu'après, si je ne suis pas heureuse, c'est pas eux qui vont subir les conséquences, c'est moi. Donc, je me suis posée et je suis allée voir maman. Je lui ai dit. Je ne veux plus évoluer. Parce que moi, en fait, je suis plus carré dans les domaines littéraires, tout ce qui a trait aux mots, tout ça, que avec les chiffres. Je suis plus à l'aise avec les mots. Donc, j'ai dit non, je ne veux pas faire une filière scientifique. Et c'est là que je me suis dirigée vers la communication. Et disons que je n'ai pas du tout regretté mon choix parce que je me sens tellement épanouie dans ce domaine-là. Et même maman, aujourd'hui, elle ne regrette pas de m'avoir laissé faire ce choix. Elle voit que je me débrouille très bien et qu'il y a pas mal d'opportunités que j'ai saisies. Et je suis sûre que si c'est que j'étais allée dans une filière scientifique, je ne me sentirais pas épanouie comme je le suis aujourd'hui. Donc, je dirais que oui, il y a certaines situations dans lesquelles on ne permet pas du tout aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Par exemple, moi, peut-être c'est parce que j'ai eu des parents plus compréhensifs, vous voyez. Mais d'autres, les parents ne veulent rien entendre. Non, l'enfant du voisin, médecin, non, moi je veux que tu fasses médecine. Tout ça, ils ne veulent rien entendre. Oui, justement, Alphonsine, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'oratoire permette à ceux qui le pratiquent, de pouvoir l'inviter dans leur environnement proche, dans la famille, dans des espaces où ils doivent prendre des décisions pour eux-mêmes? Oui, je pense que c'est important. C'est possible de l'inviter, mais juste que je me dis, c'est un processus. On va y arriver, surtout qu'en Afrique, avec notre éducation, ce n'est pas aussi évident. Parfois, quand on essaie de proposer des nouvelles choses, par exemple, ok, en famille, on donne un temps où tout le monde dit ce qu'il pense de la chose. Ce n'est pas évident, mais je pense que c'est possible avec le temps. Si on l'initie entre d'abord frères et sœurs et ils voient que, ok, ça apporte un résultat, les parents pourront s'y adhérer. Et peut-être après ça, c'est dans nos quartiers, pourquoi pas. Esther, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les jeunes à transporter les compétences développées en art oratoire de leur club, de leur compétition vers la famille? Je pense que le gros du travail résidera chez les jeunes, puisque c'est eux, entre guillemets, qui savent ce que c'est que l'oratoire. On va dire que la génération un peu vieille ou bien les anciens ne connaissent pas trop, on va dire ça.
Donc, c'est à eux de montrer le bien fondé de la chose. C'est à eux de commencer par s'exprimer d'une manière différente. Par exemple, à la maison, on te pose des questions, tu commences par parler d'une manière différente. Maman ou papa va remarquer forcément, il va dire, mais pourquoi, voilà, tu commences par Tu choques. parler gros français sur nous, ce genre de choses. Tu vas lui dire que, voilà, je fais de l'oratoire, et donc dans l'oratoire, comme ça, c'est comme ceci que ça se passe. Et petit à petit, ils sauront ce que c'est que l'oratoire, ils sauront ce que ça peut t'apporter. Et ils voudront que d'autres personnes aussi s'y essayent. Ils en parleront dans le quartier, surtout les mamans là. Elles seront de très bonnes relais d'informations. Je peux donner mon avis Oui, aussi. un instant avant de donner ton avis, Esther, dis-nous, est-ce que tu ne penses pas que quelque part, ça va être dommage ou bien c'est dommage de pouvoir s'exprimer à l'extérieur, de savoir rouler, enchaîner les mots et à la maison ne pas avoir la possibilité de donner son avis sur des situations qui nous concernent? C'est très déplorable et pour l'instant, je vais dire que c'est notre réalité. On espère qu'avec un peu de don de soi de chaque côté, la situation finira par s'améliorer comme Alphonsine l'avait dit. Est-ce que tu as des pistes de solutions pour remédier à la situation? Oui, je pourrais proposer dans les familles, on peut organiser des sortes de meetings. On peut se dire ce samedi-là, on s'assied, chacun s'informe concernant un sujet et il vient le partager. Un peu comme on fait les chroniques à la télé et tout. Chacun peut venir le faire et ça permet aussi d'être plus cultivé, ça renforce la cohésion familiale et puis vous passez un bon moment en famille tout en améliorant vos capacités en art oratoire. Donc ça peut être une piste de solution ou soit dans les quartiers on peut organiser des petites communautés ou des clubs justement où cette chose-là sera promue. Alors Julie voulait rebondir sur les propos de Esther. Oui, lorsque vous avez demandé comment est-ce que on pourrait amener nos familles à pouvoir vraiment prendre l'importance de l'art oratoire. Elle a parlé d'accord, lorsque on me parle, je commence à parler différemment, donc la famille remarque et tout. Moi, je dirais que déjà, quand on fait de l'art oratoire, il y a un changement de personnalité qui intervient. Vous voyez, par exemple, si moi je vais aller sur mon expérience, hein. Oui. Voilà. Moi, j'étais quelqu'un de assez réservé. Oui, quand vous avez demandé que à l'école, le fait d'apprendre les figures de style, est-ce que ça ne contribue pas un peu? Moi, je dirais que oui, c'est vrai, ça a contribué. Mais pour parler, en fait, j'étais réservée. Vous voyez? Donc, le fait de faire de l'art oratoire m'a permis d'abord de sortir de ma zone de confort. Ensuite, lorsque vous faites de l'art oratoire, vous allez commencer à inspirer des personnes. Et ces personnes-là vont naturellement venir vers vous. Donc, je parle pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé à faire de l'art oratoire, il y a un changement de comment les gens me perçoivent maintenant que comment ils me perçoivent avant. Donc, quand il y a énormément de changements qui viennent dans votre vie, automatiquement, la famille va remarquer et va commencer à se poser des questions. Donc, là, à partir de ce moment-là, ils vont commencer à se dire que d'accord, notre fille ou bien notre garçon fait de l'art oratoire et ça apporte un changement. Moi, par exemple, quand j'allais aux sessions d'art oratoire, aux compétitions et tout, il y avait la famille qui disait que mais on te paie pas, tu vas ne gagnes tout le temps, rien. tu ne gagnes rien. Tu nous fais dépenser à la place. Chaque jour, tu prends essence dans mon moto et puis tu vas, tout ça. Qu'est-ce que tu gagnes au final? Qu'est-ce que tu gagnes, Julie? Qu'est-ce que tu gagnes? Donc, ils ne vont pas comprendre tout de suite. C'est normal parce qu'ils ne voient pas les résultats. Mais lorsque vous excellez dans l'art oratoire, il faut savoir qu'il y aura énormément de changements qui vont arriver. Personnellement, vous allez commencer à avoir confiance en vous, sortir de votre zone de confort et saisir les opportunités aussi. Et ça facilite les rapports avec les parents. Oui, ça va faciliter parce qu'ils vont commencer à vous comprendre. Et justement vous donner la possibilité de pouvoir vous exprimer parce qu'ils voient que ce que vous faites n'est pas vain et que ça vous rapporte et que ça peut leur rapporter aussi bénéfiquement. Alors Alphonsine, est-ce que avant de commencer l'oratoire, vous aviez des difficultés à parler peut-être avec les parents, à faire entendre votre voix par rapport à des situations et qu'après avoir appris à parler, vous avez maintenant réussi à leur faire part de ce que vous ressentez ou de ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez réussi à vous affirmer avec les parents? En fait, je veux dire, quand je ne savais pas, je n'avais aucune idée de ça. Mais quand même, de nature, je suis cette personne très réservée, timide, je dirais, je n'aime pas parler.
je n'aime carrément pas parler. Donc, mais j'avais la chance aussi d'avoir des parents qui me comprenaient. Mais je n'aimais pas du tout qu'on m'impose quelque chose. C'est-à-dire, pas d'être récalcitrant, mais peu importe ce que maman décidera, j'aime toujours m'expliquer. Même si c'est au petit matin, je trouve l'occasion pour le dire. C'est ce que je pense de la chose et j'aimerais qu'on le fasse. Donc ça, c'était au début, avant que je ne puisse connaître vraiment l'art oratoire. Moi, je dirais, j'ai connu l'art oratoire à l'université où j'ai postulé un concours d'art oratoire organisé par l'UNESCO. Et durant ce parcours, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'avant, lorsque je pouvais dire à maman que je pense si de la chose, on te demande, si tu dis non, qu'est-ce que tu penses alors? C'était pas vraiment évident d'être pertinent. On était toujours dans le brouillard, c'était vague, c'était pas vraiment pertinent. On sait ce qu'on n'aime pas, mais on ne sait pas Ce ce qu'on qu'on veut. aime, ce qu'on Voilà. veut. Donc ça a toujours été, je ne pense pas que ça va m'aider, mais ok, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? Donc je pense que après la première compétition d'art oratoire, les choses ont changé. Maintenant, on me demande qu'est-ce que tu penses de ça. J'arrive à être vraiment précis. Et ça a été aussi enchaîné par le CAF, parce qu'après celui de l'UNESCO, j'ai été lauréate, 3e prix. J'ai participé en même temps au CAF. Là, j'ai occupé le prix coup de cœur. Donc, après ça, j'ai vu que même dans l'université, il y avait mes camarades, mes collègues qui se sont enchaînés. Ils se sont intéressés à la chose de l'art oratoire. Parce que lorsqu'une opportunité vient, les profs disent, celle qui sait bien parler là, qu'elle représente la filière. À la maison, parfois, quand les oncles viennent ou bien quelque chose se passe, on aimerait cette personne qui soit médiateur. On dit, OK, Alphonsine est là. Elle pourra mieux expliquer. Donc, je pourrais dire, au début, on ne pensait pas à moi dans ce genre de choses parce que je suis toujours réservée, je ne suis pas pertinent. Mais quand j'ai commencé par faire l'oratoire dans la famille, on sait que quand tu veux de la concision, de la clarté dans les propos, va vers elle, elle va te l'expliquer. À l'université aussi, pareil. Quand on essaie de pouvoir défendre certains projets ou bien quelque chose et représenter notre filière, on sait qu'avec l'oratoire, elle pourra mieux vous satisfaire. Donc ça m'a vraiment, j'ai remarqué un changement avant et après que j'ai connu l'oratoire. Alors, Esther, l'oratoire a permis à Alphonsine de se distinguer en dehors des espaces de prise de parole, notamment à l'université, lorsqu'il y avait des opportunités de rencontrer d'autres personnes. À ton niveau, qu'est-ce que l'oratoire t'a apporté? Est-ce que en dehors des espaces de compétition et des clubs d'association? Pour commencer, je vais dire que je suis nouvelle dans l'art oratoire. J'ai commencé cette année. Quand vous me voyez, est-ce que vous pouvez le deviner? Non, je ne l'ai pas deviné. Ok, donc l'art oratoire portait ses fruits alors. Donc l'art oratoire, comme Julie l'a dit plus tôt, ça permet de se développer personnellement, de changer sa personnalité, d'avoir plus confiance en soi, d'avoir une certaine posture quand on est en société ou bien quand on interagit avec les autres. Et également pour moi, l'oratoire m'a servi à l'université. Maintenant, quand je suis à l'amphi avec mes camarades, ils respectent plus ma parole. Quand il y a un souci, ils cherchent toujours à avoir mon avis. Ma parole a du poids en fait. Et ils se disent que je suis quelqu'un qui pense de façon structurée, de façon logique, donc toujours se référer à moi s'il y a un souci, s'il y a un problème, s'il y a un désaccord. L'oratoire m'a beaucoup servi de ce côté-là. Mais en dehors de ça, même à l'église, maintenant, on me confie des responsabilités de diriger des réunions, être animatrice en quelque sorte, un peu partout où je passe. Quand je dis que je fais de l'oratoire, il y a aussi un respect, parce que les gens respectent ceux qui peuvent se tenir sur scène et parler, puisque l'agoraphobie, c'est une peur vraiment commune. Donc, quand il y a quelqu'un qui se démarque, les gens le respectent, les gens le regardent. Il y a ce regard-là qui change par rapport à cette personne. Donc, je pourrais dire que c'est un peu ce que l'oratoire m'a apporté. D'accord. Alors, actuellement, on constate qu'il y a de plus en plus d'actions des acteurs de la société civile pour favoriser l'implication des jeunes à la vie citoyenne. La vie dans la société, la vie dans la politique, dans tous les domaines de la vie de la cité. Alors, Julie, en quoi est-ce que l'oratoire t'a permis de mieux t'affirmer en tant que citoyenne? Ok, merci pour la question. Comme je l'avais dit, moi, j'étais quelqu'un de très réservé. Donc, quand on me parlait de tout ce qui est citoyenneté, tout ça, vous n'allez pas me voir dedans. Je suis tout le temps à la maison. J'étais tout le temps à la maison. Je sortais très rarement. Donc déjà, premièrement, je vais dire que ça m'a permis justement de pouvoir assister à certains événements
qui parle de tout ce qui est citoyenneté, de la vie citoyenne. Donc, ça m'a aussi permis, permis d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus éclairée par rapport à la vie citoyenne. Vous comprenez? Donc, à part ça aussi, nous sommes toutes les deux membres de Haut Prince Club, voilà, qui est un club d'oratoire et de leadership. Ça m'a aussi permis de m'engager dans une association de ce club-là qui vient en aide aux enfants orphelins de l'orphelinat Vieux-Dada. Donc, ça aussi, et l'oratoire m'a permis d'aller former ces enfants-là en prise de parole en public. Donc, avant, je ne pense pas que j'aurais pu faire tout ça là. D'accord. Alors, la prochaine question, elle est adressée à tout le monde. Vous allez répondre en quelques minutes et nous donner des exemples très concrets. Est-ce que votre formation au niveau des clubs d'oratoire vous ont permis d'aborder certains sujets tabous? Si oui, quel genre de sujet, Alphonsine? Oh, Directement. directement. Oui. Est-ce que... Tu es en face de moi, donc je te vise directement. Est-ce que nos formations dans les clubs nous ont permis de pouvoir aborder des sujets tabous? Sujets tabous, par exemple, selon moi, je pense qu'il y a des choses qui gangrènent la jeunesse et dont on n'en parle pas. Et quand moi je parle de sujets tabous, je ne considère pas forcément ce que quelqu'un d'autre peut penser, mais je peux prendre l'exemple de la santé mentale, par exemple. On a quand même eu l'occasion d'adresser ce point particulièrement où on nous demande comment est-ce qu'on s'y prend dans la société entre jeunes lorsqu'arrive un moment on est dans, c'est-à-dire on sent la dépression, on est déprimé. Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, on a abordé ce genre de sujet-là au club. Et je pense que ça a toujours été un truc où en Afrique, on n'en parle pas. En Afrique, la dernière fois, notre coach, Dorina Lokonzo, il disait en Afrique, on déprime élégamment, en fait. En Afrique, c'est comme, bon, la dépression, c'est un luxe. Ouais, on n'en parle pas. Et tout le monde va bien. Au Togo, comment tu vas? Je vais très bien. Mais à l'intérieur, on se sent mal. À l'intérieur, il y a assez de choses qu'on a transportées sur nous. Et je me dis que aborder ces genres de sujets dans les clubs, ça a tellement servi. Parce que généralement, après ces interventions, il y a des gens qui prennent la parole et disent « Au fait, j'avais besoin de ça. J'avais besoin que quelqu'un parle à mon cœur de telle manière. » Et on n'en trouve pas. On n'en parle pratiquement nulle part. Pas peut-être à l'église ou bien au boulot, à la maison, qui va te dire comment tu vas émotionnellement, est-ce que ça va. Mais dans les clubs, on a quand même eu l'occasion de parler de santé mentale. Donc c'est le sujet tabou que dont tu arrives à parler depuis que tu es dans les clubs d'oratoire. Ouais. Julie, quel sujet tabou toi tu arrives à aborder facilement, que ce soit en public ou en privé? Ok, bon, pour répondre à la question, je vais prendre un exemple concret. Oui. À Haut Prince Club, on donne la possibilité aux membres de pouvoir écrire des discours sur des sujets tabous, comme vous avez dit, dont ils aimeraient parler. Donc, pour mon deuxième discours à Haut Prince Club, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler de l'influence des normes de société sur la perception de la beauté. Donc là, je voulais expliquer justement. Ouais. Dans notre société, nous savons tous que nous avons des standards de beauté que chacun définit comme étant les normes. C'est-à-dire que pour la majorité, par exemple, ça peut être voilà, une fille de teint clair est plus belle qu'une fille qui a peut-être la peau un peu foncée, vous voyez. Un homme de 1m90 est mieux qu'un homme de 1m50. Donc, dans ce discours-là, j'ai eu à parler de ça et aussi à donner des conseils. Si vous voulez, même, je peux faire l'introduction de ce discours-là, si c'est possible. Oui, c'est possible. Ok, d'accord. Donc, je vais commencer. À ma vie, maquille-toi. Afi, éclaircis ta peau, sinon tu ne seras jamais assez belle. Paul, fais des abdos. Tu dois être plus musclé. Ces mots, nous les avons tous entendus. Ces mots, parfois violents, souvent invisibles, mais qui s'impriment dans nos esprits. Et puis un jour, à ma vie cesse de sourire en se regardant dans le miroir. Un jour, Afi trouve que sa peau est trop noire ou qu'elle n'est pas assez belle. Un jour, Paul refuse de se montrer sans sa chemise. Un jour, à ma vie, Afi ou Paul, ce ne sont plus eux, c'est nous tous. Depuis quand la beauté était devenue un parcours du combattant?
À ce rythme, il faudra bientôt un diplôme pour être considéré comme beau. Option peau claire, abdos sculptés. Bon. Oui, alors je pense que c'est tout pour Julie. On va se tourner vers Esther. Il y a quelque chose à dire. Bon, elle peut parler d'abord. D'accord. Esther? Comme Alphonsine l'a dit, le sujet de la santé mentale est très important. Et personnellement, ça me touche un peu. J'avais eu des problèmes de santé mentale. Et j'avais fait même un discours là-dessus durant la compétition Parole d'Or. Maintenant, en dehors de ça, au 220 Débat Club, on avait parlé de la discrimination positive. Est-elle une forme de médiocrité? On en a débattu en long et en large. On a parlé du féminisme et de tout ce que ça implique. On a parlé également de la méritocratie. Donc, ce sont des sujets un peu abordés ou bien méconnus du grand public sur lesquels on a débattu. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, je suis plus à l'aise à parler. Et je ne pense pas qu'il y a de sujet tabou en tant que tel. S'il y a un sujet, c'est qu'il faut en parler. Donc, voilà. Waouh, je suis impressionnée. Je pense qu'on va faire une deuxième partie où vous allez déclamer, c'est ça? On dit déclamer ou bien dire un discours? Bon, C'est dire déclamer, c'est mieux. Bon, de toutes les façons, vous allez faire le discours. Vous allez faire le discours de vos présentations, des compétitions auxquelles vous avez participé. Alors, la question qui a mené à tous ces débats, c'était de savoir si les jeunes avaient la possibilité de s'exprimer aussi bien dans les espaces publics que dans les espaces privés. En guise de conclusion, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette assertion. Certains disent aujourd'hui que les jeunes ne parlent pas, mais s'expriment plus sur les réseaux sociaux et que cela a entraîné la chute du niveau de langage. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette assertion? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le niveau? En 1 minute pour chacune. Ok, je peux commencer. Oui, Julie, vas-y. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que quand on parle d'oratoire, on parle de s'exprimer. Et sur les réseaux, justement, tout le monde a l'impression de s'exprimer en laissant un like, un commentaire et tout. Donc, je pense que oui, le niveau de langue a beaucoup baissé. Parce que même par les messages pour dire salut ou bien coucou, je vais mettre CC ou soit SLT, merci, même on met M6. Donc, je pense que le niveau de langue a beaucoup baissé. Et pour y remédier, je pense que pour ne pas les couper de ces réseaux sociaux-là, parce que ce sera très compliqué, pourquoi ne pas créer des contenus justement? Je pense qu'il y en a déjà, mais les jeunes s'intéressent très peu à ça. Créer des contenus où ils pourront apprendre justement à pouvoir corriger ces erreurs de langage-là. Ensuite, il y a organiser des formations aussi où ils pourront pouvoir s'exprimer oralement pour qu'on puisse les corriger sur les lieux, sur les erreurs qu'ils ont. Je pense que c'est bon pour moi. Esther? Je pense que la langue, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui évolue, qui se modifie en fonction des circonstances. Donc, dire que le niveau de langage a baissé parce qu'on ne parle plus de la même façon qu'on parlait il y a 10 ans, il y a 15 ans peut-être, c'est un peu pas vrai, pas totalement vrai à mon humble avis. Il faut nuancer les choses. Le langage a évolué, c'est maintenant comme ça que les jeunes s'expriment. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est mieux d'être poli, d'être clair dans son langage, de parler en français courant ou bien français potable, on va dire. Donc, pour remédier à ce niveau de langage qui est en train de changer, je ne dirais pas baisser ou bien diminuer, mais qui est en train de changer, peut-être qu'il faudrait qu'on valorise un peu la chose, qu'on rende la chose agréable, attractive pour ces jeunes-là. Parce que si on leur apprend juste les figures on fait le français à l'école, mais ce n'est pas très, très ludique ou très, très attractif. C'est très, très carré. C'est une leçon, en fait. C'est une sorte de pression sur nous. Donc, multiplier les compétitions d'oratoire, les compétitions d'épellation, les compétitions de culture générale, ce genre de choses, ça permettrait vraiment d'inciter la jeunesse à améliorer son niveau de langage. Parce que en voulant participer à Parole d'Or, j'ai dû améliorer mon niveau de langage, j'ai dû chercher de nouveaux mots pour pouvoir rendre mes discours un peu plus attrayants. Donc, en faisant ce genre de choses, nous allons motiver la jeunesse à
développer son niveau de langage. Mais il ne faut pas les blâmer ou quoi que ce soit parce que leur langage a changé, a évolué. D'accord. On ne saurait clôturer l'émission sans prendre l'avis de notre dernière invitée, Alphonsine. Alors, je pense que je suis totalement d'avis. Le langage des jeunes a vraiment baissé parce que la dernière fois, lors de la syllabe, Semaine internationale de l'homme sur les arts de la parole, organisée par le Prince Club, il y a un panéliste qui disait « Aujourd'hui, les jeunes sont capables de rencontrer une personne qu'il a vue dans un événement, une personne de haut niveau, voilà, et échanger des contacts avec lui, arriver à la maison et dire « Coucou. Hello, bro. Coucou. Hello, bro, ça va? J'espère que tu vas bien. » Ces genres de choses ne sont pas bons. En fait, puisque c'est ce qui se fait sur les réseaux sociaux, donc on essaie de prendre la tendance, voilà, on a mis ça dans la vie professionnelle. Or, ça ne se fait pas normalement. Et selon moi, pour remédier à ça, je pense qu'il faut rejoindre des clubs d'art oratoire parce que, entre-temps, au début de l'émission, on était en train de dire est-ce que, à part les clubs d'art oratoire, est-ce qu'on pense qu'on pourrait améliorer de l'art oratoire? Moi, je dirais que après les 2 concours que j'ai faits, quand j'étais restée à la maison sans interagir, j'ai vu que le niveau a baissé. Mon langage a carrément baissé et je me dis, s'il y a déjà les clubs, pourquoi dire je ne suis pas obligée d'aller au club avant d'améliorer mon langage? D'abord, il y a déjà un club. Allons-y et commençons par nous faire former parce que durant ces clubs-là, par exemple, à Au Prince Club, il y a un parcours de membres où on donne aux membres la possibilité de rédiger des discours. Dans la rédaction de ces discours, on se cultive parce qu'on te demande, tu veux parler de quoi? Il y a des responsables de cellules qui nous accompagnent. Tu veux parler de ce thème? Ok, reste dans... c'est-à-dire, ne va pas loin de ce thème, sois précis. Maintenant, concernant ce thème, qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message? Et je pense que après 3 discours, c'est impossible qu'un jeune puisse rester toujours au même niveau ou bien avoir toujours un langage vulgaire. Donc, s'il y a des clubs dans votre communauté ou bien dans votre réseau, intégrez-les. S'il y a des associations qui donnent la possibilité et la parole aux jeunes de pouvoir s'exprimer, il est vraiment important de pouvoir intégrer ces genres de communautés parce que ça fait toute la différence. Sinon, notre génération risque de continuer par regresser en matière de langage. Donc, selon moi, c'est ce que je pense de la chose. Et c'est sur ces mots d'Alphonsine Hadikou, évaluatrice au Prince Club, maîtresse de cérémonie bilingue, que nous allons mettre fin à cette émission. Esther Badayodi était également notre invitée qui est vice-lauréate de Parole d'Or édition 3. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci également à Bloak, c'est ça? Bloak, oui. Ouais, j'ai bien prononcé Bloak Julie, qui est lauréate de Parole d'Or édition 3. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. It was a pleasure. Pardon? It was a pleasure. Ah, on est rentré dans l'anglais. Ah oui, peut-être un mot de fait en anglais. Hein? Ouais, Okay, guys, it's very interesting to learn public speaking. So I'm just challenging the youths wherever you are that let's invest in our speaking. Let us invest in the art of public speaking because it will help us very much in a problem that you are called to defend your community or with a project that you need to defend the project so that those people that can invest in can make it. It's very important. So let's go ahead. Thank you very much. Let's go! Alors, chers auditeurs, je vous promets dans les prochaines éditions de vous préparer des émissions en anglais. Préparez-vous. Ça sera du feu. Il y aura du feu, il y aura du chaud. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'était un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Merci pour la fidélité d'écoute. Je rappelle que nous avons parlé dans cette émission de l'art de parler pour se faire entendre et de pourquoi l'oral compte chez les jeunes. L'oral, c'est-à-dire l'art oratoire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder notre sujet. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. C'était Méchac Niaro au micro. Au revoir.